Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien. Je suis aujourd'hui avec Lucien Roy, Lucien du blog Riche de temps, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a également une chaîne YouTube, il y a également un courant qui est complètement en train de se créer, qui est hallucinant sur des nouvelles formes d'apprentissage. Avec le confinement qui vient de passer, les gens ils avaient envie d'apprendre de nouvelles choses, mais ils voulaient le faire d'une nouvelle façon. Lucien, tu es spécialisé dans l'efficience, dans comment avoir plus de temps et en faire plus de la meilleure façon possible. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça après, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, nous parler de ton parcours, parce que je sais que tu as eu plusieurs étapes clés avant d'en arriver où tu en es aujourd'hui, nous en dire un peu plus sur toi et tout ce qu'on a besoin de savoir pour rentrer dans cette interview tous ensemble. Salut Jérémy, merci pour l'invitation, c'est cool. Du coup, effectivement, je peux peut-être partir juste quand j'ai commencé le business, on va dire que ce sera déjà suffisant. Avant, donc j'étais en classe prépa, ce qu'on connaît, hein, avec plein de boulot, plein de trucs à faire et tout. Euh, Moi, à ce moment-là, j'étais assez addict aux jeux vidéo, donc je jouais énormément, plus de 20 heures par semaine, et c'est ça qui, dès le départ, m'a donné l'envie d'être très, très efficace, très efficient, pouvoir aller très, très vite, apprendre très rapidement, faire très rapidement et juste pas perdre de temps, aller droit à l'essentiel. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand même, on va peut-être plutôt rentabiliser le temps et aller encore plus dans ce truc-là. Du coup, j'ai créé un blog là-dessus où j'ai testé plein de choses, où j'ai beaucoup parlé d'efficience. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que un peu par hasard, le coaching m'est tombé dessus parce qu'il y avait simplement des lecteurs qui sont arrivés, qui m'ont dit oh, je veux que tu m'aides. Je proposais rien à l'époque, mais bon, il m'a quand même convaincu parce que le mec était un peu insistant. Et donc voilà, je me retrouve dans le coaching et tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est maintenant ce que je fais toute la journée. Et donc oui, les gens que j'accompagne principalement, c'est des entrepreneurs qui sont un peu coincés en dessous des 100 000 euros, qui travaillent énormément. Et moi, je leur permets du coup d'augmenter leur chiffre d'affaires, mais surtout en ayant moins de stress, en ayant plus de temps pour leurs relations. Et tout ça en utilisant les principes fondamentaux de l'efficience. L'efficience, bon, c'est un grand domaine, mais il y a tellement de bullshit, tellement de conneries qui sont dites partout, parce qu'en gros, chaque auteur a un peu vécu son expérience. Ouais. En gros, il a eu une méthode qui a marché pour lui, et puis il dit à tout le monde que c'est la méthode qu'a utilisé telle et telle grande personne, que c'est ça qu'il faut faire absolument, utilise mon outil et tout ça. C'est un peu à l'image de Miracle Morning, où il y a plein de conneries qui sont dites à chaque fois, des trucs pas scientifiques du tout, qui ne marchent pas tout simplement. Et donc, le but, c'est que moi, je récupère un peu les gens aussi qui ont déjà souvent testé plein de choses et qu'on remarque que ça ne marche pas tout simplement. C'est marrant parce que effectivement, dans tout ce qui est efficience, productivité, gain de temps, tu as cette espèce de biais du survivant qui est absolument terrible, où tu as trois mecs qui ont fait des trucs extrêmes et pour qui ça a marché, et qui disent c'est en faisant ces trucs extrêmes-là qu'on va y arriver. Sauf que par exemple, tu prends, je sais pas moi, Joko Willink là, qui se réveille à 4h30 du matin, Ouais. Kazi Neistat il le fait aussi, sauf que Kazi Neistat il est hyperactif, que Joko Willink c'est un ancien Ouais, puis invincible. en plus, Casey Neistat, il a fait un burn-out après, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est chaud. On le dit pas assez, c'est que les trois quarts de ces mecs-là, ils ont déjà des problèmes psychologiques qui les amènent à faire ça. Hein. Ou alors, ils le font depuis 30 ans parce qu'ils étaient dans l'armée et qu'en fait, et puis même, ils se couchent à 20h mais ils ne le disent pas. Mais en dehors de ça, tu as surtout énormément de mecs qui finissent en asile et qui pètent complètement des plombs parce qu'on confond efficience et productivité avec en faire beaucoup plus. Ouais. Quand tu vois, Kazinesha, c'est le pire exemple. Le mec, il faisait 2 séances de sport par jour. Il gérait son business toute la journée. Il essayait de gérer sa famille. Il avait du temps de Netflix. Mais en gros, il dormait, je crois, 4 heures par nuit. Ouais. Effectivement, il arrive à tout faire tenir, mais jusqu'au moment, comme tu l'as dit, en fait, où il a explosé juste en vol, quoi. C'est ça, maintenant le mec il est en Californie, il fait plus aucune vidéo parce que juste il en peut plus, tu vois, il a besoin de soleil, il a besoin de voir sa famille. Et mais c'est ce que je constate tout le temps en fait. C'est que les gens ont l'impression qu'il faut faire toujours plus alors qu'en fait il faut faire toujours moins. Et le problème c'est que beaucoup d'entrepreneurs, et peut-être même dans les gens qui nous écoutent, juste ils ont un problème fondamental, c'est qu'ils savent pas ce qui leur apporte de l'argent. Du coup le mec il est un peu au pif dans son business finalement, il sait pas exactement où est-ce qu'il doit porter son attention. Et ça, je le dis en sachant que ça va faire grincer les dents, parce qu'à chaque fois, mes clients, ils veulent pas forcément se l'admettre au début, tu vois. Ils sont là, ils me disent, bah ouais, mais ça, je connais, j'ai déjà un peu une vision, je sais à peu près ce que je veux faire, etc. Alors qu'en fait, quand on redéfinit ça, le mec, il a une révélation, en fait. Il se dit, mais ah oui, en fait, je faisais beaucoup trop de choses, et ce qui me rapporte de l'argent, je le fais pas. Et du coup, forcément, ça marche pas, et forcément, tu passes un temps fou à bosser. Tu remarques chez tes clients cette espèce de culpabilité de je gagne pas autant d'argent que je voudrais, donc forcément, si je reste pas 12 heures devant mon ordi par jour, je suis un loser, en fait.
Ouais, évidemment, évidemment. C'est un des trucs les pires. Il y a ce truc-là. Il y a aussi, du coup, les personnes cherchent toujours des nouvelles idées. C'est le syndrome de l'objet brillant, quoi. C'est le truc, alors si ce que je fais aujourd'hui ne marche pas, donc si, en gros, c'est si ma dispersion ne marche pas, je vais me disperser encore plus et comme ça, je vais avoir plus de résultats. Et puis après, il y a un autre truc dont enfin, j'en entends jamais parler, mais pourtant, c'est le problème numéro un des entrepreneurs. C'est le syndrome des coûts irrécupérables. C'est que les mecs, ils ont fait un truc un jour, genre une séquence mail, un webinaire, sauf qu'ils ne vendent pas. Et en fait, au lieu de le mettre à la poubelle parce que ça ne vend pas, donc un truc qui ne vend pas, juste tu ne l'utilises pas, et ben, ils continuent à l'utiliser parce qu'ils se disent putain, j'ai quand même passé 3 jours à faire ce webinaire. Du coup, si je ne le mets pas, j'ai perdu mon temps. Alors qu'en fait, au lieu d'avoir juste perdu ton temps, tu perds ton temps, tu perds tes clients, enfin, tu perds tout d'un coup. Enfin, tu es en train de mourir à petit feu juste parce que tu ne veux pas admettre et ton ego ne veut pas admettre que bah, tu as fait de la merde et c'est OK. Et maintenant, il faut faire autre chose. Est-ce que ton travail, du coup, avec tes clients autour de l'efficience, c'est aussi beaucoup passer au travers de beaucoup de biais cognitifs ou de méconnaissance de ses propres systèmes et de ses propres actions pour avoir une meilleure compréhension, donc un meilleur focus et de meilleurs leviers d'action? Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, il n'y a pas. Enfin, les outils d'efficience en général sont des conneries, on en a déjà parlé dans les bouquins. Et en fait, les vrais principes, ce qui sert vraiment à quelque chose, c'est des choses assez simples. Et j'ai rarement un client qui me dit, quand je lui dis un truc à faire, j'ai rarement un mec qui me dit Eureka, je l'ai jamais entendu, j'y ai jamais pensé. Sauf qu'en fait, quand tu creuses, les mecs, ils l'ont juste jamais fait, ils ne se rendent pas compte de pourquoi ils ne le font pas. Et du coup, c'est important de creuser là-dedans avec eux. Et c'est ça le rôle du coaching, en fait, c'est de pouvoir aller un peu plus loin et c'est de pouvoir leur montrer qu'il y a un truc qu'ils ne font pas bien, de savoir pourquoi, d'aller à la source, de résoudre le problème et ensuite tout simplement d'être plus efficient et puis d'avoir du temps pour soi. Parce que la plupart des infopreneurs ne se sont pas lancés pour bosser 12 heures par jour et construire un empire. La plupart des gens, ils veulent profiter, ils veulent inspirer les gens, ils veulent inspirer leur audience et tout, c'est une partie importante. Et peut-être qu'ils veulent avoir des loisirs, peut-être qu'ils veulent avoir une famille, il y a plein de trucs comme ça. Et si tu ne sais pas quelles sont tes priorités et tu ne sais pas ce qui te rapporte de l'argent, bah, tu es en insécurité financière permanente parce que tout simplement, c'est galère, tu n'as pas les bons leviers d'action. Est-ce que tu le vois souvent, ça, justement, des gens qui sont devenus entrepreneurs, infopreneurs, coachs, etc., parce qu'ils voulaient de la liberté, ils voulaient se créer un métier sur mesure, ils voulaient faire ce qu'ils aimaient, et en chemin, ils se perdent, et ils se retrouvent à oublier pourquoi ils ont créé ça, et ils travaillent 12 heures par jour, ils sont dans la galère, etc. Et en gros, ils se sont juste créés un nouveau métier salarié précaire de ouf, et qui les fout en burn-out. Ouais, il y a un peu deux cas. Il y a soit le mec qui est effectivement, comme tu le dis, dans ce cas-là, parce qu'il voit des mecs qui réalisent des trucs énormes et du coup, il se dit, bah, pour mon ego, moi aussi, je veux réaliser des trucs énormes parce que finalement, sinon, j'existe pas. Que ceux qui gagnent plus que moi valent plus que moi. Donc ça, c'est aussi un truc sur lequel on travaille souvent. Et puis, il y a l'autre chose, c'est juste des gens qui n'ont pas perdu cet idéal de vue, mais qui simplement ne savent pas du tout comment le mettre en place concrètement. Ils arrivent à gagner de l'argent, ils gagnent peut-être 15, 20 k par mois, sauf que le problème, c'est que c'est au prix de 12 heures par jour, voire plus d'efforts, et que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Parce qu'après, moi, je suis OK avec les gens qui bossent 12 heures par jour, hein, il n'y a aucun problème. Mais si c'est ce qui te plaît, après, si tu as envie de faire d'autres choses, bah, là, c'est peut-être le moment de se poser des questions. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je vois moi-même beaucoup de gens qui se perdent là-dedans, qui oublient pourquoi ils ont commencé, qui oublient ce qu'ils aiment vraiment et pourquoi ils devraient le faire, et qui en fait se perdent dans les sirènes de, à ce qui paraît, il faut avoir une grande vision et créer un empire. Non, mais attends, C'est vrai que c'est difficile. Enfin, on se dit, le mec qui veut sauver le monde, il vaut tellement plus que moi parce que moi, je veux juste créer un business et aider mes clients. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est juste que toi, tu veux la vie qui va te convenir et pas prendre la vie de quelqu'un d'autre. c'était mon propos très récemment où je disais aux gens, ne croyez pas que vous allez faire le même métier à 10 000 euros par mois et à 150 000. C'est C'est plus clair, le même job. c'est clair. Moi, je vois mon métier par rapport à quand j'ai commencé et aujourd'hui, c'est un autre métier. Alors, la différence, c'est que je l'ai choisi et je l'ai accepté, Mm. librement consenti. Que forcément, avec la croissance qu'on a eue ces dernières années avec Florian, on ne fait plus exactement le même job qu'on faisait au tout début où on faisait de l'artisanat. Aujourd'hui, on est une plus grosse entreprise avec plus de clients, avec plus de projets, on travaille avec d'autres gens, etc. Mais on l'a voulu. Et je dis Mm. souvent aux gens, tu vois, alors moi je m'adresse un peu plus à des coachs, mais si vous voulez être coach, c'est le métier que vous voulez faire, c'est le métier de votre vie. Une entreprise à 100, 200 000 euros par mois vous le permettra peut-être pas. C'est un autre métier. Il va falloir gérer votre empire à un moment quelque part, tu vois. Et C'est clair. quelle est ta plus-value si tu restes juste au milieu à travailler dans ton business et pas dessus, d'être allé aussi loin? Ouais, parce que sinon, en fait, autant être salarié, par exemple. Enfin, je sais pas, il y a des gens, ils peuvent aimer être coach et pas forcément avoir la fibre business, c'est OK. Ouais. Il faut juste que tu trouves, enfin, aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises de coaching qui se développent qu'il y a des gens qui se font embaucher en tant que coach. Et ça, c'est possible.
Et du coup, si tu veux juste faire que ça et que l'acquisition client, ça te saoule, que tu n'as pas envie de t'emmerder avec ça, mais en fait, juste, tu ne deviens pas entrepreneur et tu fais ça. Enfin, c'est une question de logique. Et après, c'est vrai que souvent, sur Internet, on a le truc, un peu l'image que les entrepreneurs valent mieux que les autres. Que si tu es entrepreneur, tu es sorti du système, que tu es le meilleur et que finalement, tu as tellement plus de valeur qu'un salarié qui est exploité par son patron. Alors qu'en fait, en général, les entrepreneurs sont bien plus dans la merde que les salariés et il y a beaucoup d'entrepreneurs malheureux et il y a beaucoup de salariés qui sont très, très heureux. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que le métier d'entrepreneur, c'est aimer les problèmes et les résoudre, en fait, et trouver des nouveaux problèmes et s'amuser à les résoudre. Et la plupart des gens, en fait, ils deviennent entrepreneurs pour le bon côté de la pièce. Ils ne se rendent pas compte que tu as forcément le mauvais côté avec. Et que soit tu embrasses le tout, soit sinon, en fait, tu vas être profondément malheureux. Mais c'est clair, ça, c'est le prix à payer. Je veux dire, aujourd'hui, les gens ne le voient pas parce que sur Instagram, évidemment, tu ne mets pas le prix à payer. C'est pas glamour, tu vois. Tu ne vas pas dire j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, trop la galère, j'ai un client qui ne me paye pas, mon processeur de paiement a planté. Enfin, ça, c'est des histoires que tu racontes 10 ans après en storytelling, mais jamais c'est raconté en même temps. Ou alors, c'est une stratégie, tu vois. Et c'est cool de faire comme ça. Mais juste qu'il ne faut pas se laisser avoir. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Il y a une vraie, en fait, justement, je pense qu'il y a une vraie différence entre ce que les gens partagent et la réalité de leur métier. Et du coup, aussi, tous ceux qui regardent, ils se disent ah, mais putain, lui, il en fait tellement plus, ça a l'air tellement facile pour lui. Du coup, moi, je dois en faire plus, mais pour moi, c'est pas facile, donc je culpabilise, donc je me sens mal, donc je finis en burn-out. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est l'archétype des gens qui voient que David Laroche publie sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur IGTV, sur machin, sur truc, ils voient qu'il publie partout et du coup ils se disent bah moi je veux devenir coach comme David Laroche et du coup il faut que je fasse la même chose. Sauf qu'en fait le mec il a 15 personnes qui gèrent ses réseaux sociaux donc tu peux juste pas faire la même chose aujourd'hui parce que tu n'as pas les mêmes capacités. C'est un peu comme si je sais pas je voulais sauver le monde de la malaria comme Bill Gates sauf qu'en fait j'ai juste pas les thunes qu'il faut, tu vois, je suis pas milliardaire. Complètement. Qu'est-ce que tu penses de tous ces concepts qui sont expliqués dans The One Thing, Essentialisme, The Miracle Morning, tous ces bouquins justement d'efficience, de productivité, de focus? Alors moi je pense que en fait j'aime bien taper sur ces livres, mais malgré tout c'est eux qui m'ont formé et c'est eux qui m'ont forgé. Sauf qu'il faut savoir comment les lire. C'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ça, ils voient les outils, et puis ensuite il y a la version macro, c'est là où tu vois les principes. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Parce que par exemple, The One Thing, c'est un livre exceptionnel. C'est le principe qu'il y a dedans, il n'y a pas meilleur principe. Tu dois trouver la chose qui va te rendre tout plus facile ou inutile. Et ça, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est si tu sais, par exemple, ce qui te fait gagner de l'argent, ton job d'entrepreneur, c'est de le faire encore et encore. Et en fait, il y a un truc qu'on ne doit pas oublier, et en particulier pour les coachs, c'est que gagner de l'argent, c'est un devoir en fait. Parce que si tu veux aider tes clients, si tu les aides vraiment et si tu leur apportes de la valeur, si tu ne gagnes pas de l'argent, ça va s'arrêter un jour. Tu vas devoir redevenir salarié, refaire le truc qui ne te plaît pas et tu n'apporteras pas de valeur au monde. Donc c'est un devoir pour toi de gagner de l'argent et c'est un devoir pour toi de faire ce qu'il faut. Et du coup, The One Thing, c'est génial. Miracle Morning, c'est pareil, c'est un bouquin qui est pas mal. Je dis pas mal parce qu'il y a tellement de conneries non scientifiques dedans que j'ai beaucoup de mal avec ce livre. Dormir 4 heures par nuit et tu vas être en forme juste si tu y crois, en fait, neurobiologiquement, c'est pas possible, quoi. J'ai écumé les études scientifiques sur le sommeil, sur les cycles du sommeil, etc., sur les cycles circadiens, et il n'y a pas une étude qui corrobore ce que dit Harold. Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser des questions, et voilà. Mais après, chacun peut se faire ses tests. C'est-à-dire, dors 4 heures par nuit pendant 3 semaines, tu vas t'en rendre compte. Mais voilà, plus tu en apprends sur le sommeil, plus c'est extraordinaire. Si tu dors 6 heures par nuit en moyenne pendant 3 ans, tu augmentes tes chances de mortalité pendant ces 3 ans de 18%. 6 heures par nuit, il y a beaucoup de gens qui dorment que 6 heures par nuit. Et 18%, c'est énorme. Et en plus, après, tu vas avoir du diabète, il y a plein de maladies qui vont se développer, et donc c'est hyper con. Donc ça c'est dommage. Mais moi, j'aime bien parler des 3 principes de l'efficience. C'est pour moi l'action stratégique. Donc l'action stratégique, ça regroupe plein de choses, mais notamment la vision, le focus, savoir exactement où tu veux aller et mettre un plan en place. Parce que tant que tu ne sais pas où tu veux aller, en fait, ça ne sert à rien d'aller plus vite. C'est comme courir les yeux bandés dans une pièce où il y a plein de poteaux, ça fait juste plus mal. Moi, je préfère marcher, me le prendre en douceur. Ou alors tu enlèves ton bandage, ton bandeau sur les yeux et tu avances vraiment. Le deuxième pilier, c'est un pilier qui est souvent employé. Les gens parlent beaucoup de mindset et finalement, c'est regroupé dans ce pilier de l'attitude. C'est finalement réussir à se créer un environnement positif, réussir à augmenter ton influence, à savoir comment parler aux gens, comment les persuader, ça tu sais très bien le faire. Il y a le côté courage aussi, parce que quand tu es entrepreneur, il y a des trucs que tu vas devoir faire qui vont nécessiter du courage. Et encore plus quand tu vas être entrepreneur lifestyle. Parce que déjà, dans un premier temps, tu vas quitter le salarié, tu vas quitter un peu les sentiers battus et les gens vont te dire « Ah, mais quand même, tu prends un risque, ta carrière était si bien. » Et puis le deuxième truc, c'est quand tu vas te mettre à bosser moins,
déjà, tu vas rendre tout le monde jaloux parce que tu vas gagner plein d'argent et tu vas pas bosser, donc les gens vont t'en vouloir. Et en plus, si tu plantes ta boîte alors que tu travailles pas assez, les gens te diront ah, bah oui, on te l'avait dit, tu bossais même pas 12 heures par jour et tu voulais être entrepreneur, bah forcément que tu as raté. Donc ça, c'est dur, tu vois, d'avoir ce truc-là. Donc le courage, c'est hyper important. Et puis le dernier pilier, c'est bien sûr l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être à 50-50 entre perso et pro. Hein. Ça veut juste dire que tu dois faire tes choix, tu dois avoir du plaisir dans ta vie, tu dois faire du sport, tu dois maintenir ton énergie à une haute énergie. C'est ça qui va te permettre de réussir. Donc le sommeil en fait évidemment partie. C'est rigolo parce qu'effectivement, si tu veux, moi, toute cette partie-là, tu le sais, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois en off, c'est des choses qui sont très importantes pour moi, que je surveille vraiment bien. Je fais attention à comment je mange, mais au global, je fais attention. Les gens, ils me voient boire de l'alcool plus que de raison en soirée, mais ils ne voient pas que le lendemain, moi, je bois 3 litres de flotte, je prends du psyllium, je prends de l'argile, etc. Les gens, ils me voient réveiller à 5h30 du matin, ils commencent à poster, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je me couche entre 22 et 23 heures et je fais systématiquement une sieste l'après-midi aussi. Je fais entre 5 et 10 heures de sport par semaine. Je lis à une certaine fréquence, je travaille à une certaine fréquence. Je gère tout mon business un petit peu vite fait depuis mon téléphone tout le temps. Mais mon temps de travail derrière mon ordinateur, vraiment à bosser, il est très limité par jour. Et toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus alors qu'elles sont absolument essentielles à la survie, je ne parle même pas de réussite, à la survie de l'entrepreneur. D'après toi, qu'est-ce qui fait que ces choses-là, ces choses un peu pas belles et pas drôles, mais qui sont vitales, on n'en parle pas? Est-ce que c'est juste parce que c'est pas sexy? Est-ce que c'est parce que les gens ne comprennent pas? Est-ce qu'ils s'en rendent pas compte? Est-ce qu'ils ne voient pas les leviers qu'il peut y avoir derrière? Ou qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est ce que tu as dit, c'est que c'est pas sexy. Du coup, c'est dur à vendre. C'est dur à vendre parce que dire à une personne, en fait, tu vas juste pas mourir à 50 ans, c'est pas un message de vente. Enfin, je vais pas te l'apprendre. Et ensuite, l'autre chose, c'est que en plus de pas être sexy au premier abord, il y a une certaine difficulté aussi à le mettre en place parce que se poser les vraies questions, c'est un truc qui va te chercher. C'est un truc où l'ego, il faut un peu le mettre de côté. C'est un truc où il faut vraiment creuser au fond de soi. Et ça, c'est difficile parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans ce truc de vouloir une multinationale alors qu'en fait, à la base, ils veulent juste être coach et vivre tranquillement. Et du coup, tous ces facteurs-là mélangés, ça fait que c'est difficile et c'est pas sexy. Donc, forcément, ça rend les choses compliquées. Et après, du coup, mais le problème, c'est que le truc qu'on voit pas, c'est qu'en fait, si tu bosses 12 heures par jour et que tu fais un burn-out et que tu es entrepreneur, en fait, tu vas pas être en congé maladie. Ta boîte, elle va couler, point. Et ça, c'est un truc qui est hyper grave. Et en général, les gens qui viennent me voir, ils ont eu des trucs qui leur ont fait réaliser. J'ai un de mes derniers clients, par exemple, il a eu un accident de voiture à cause de la fatigue avant de venir me voir. Faut dire quand même le point, enfin, jusqu'à quel point ça va. Le mec, il a failli mourir et du coup, il se dit, putain, il faut peut-être que je prenne soin de mon temps. Donc là, au bout d'un moment, c'est un truc, c'est un peu humain, tu vois. C'est plus facile de vendre l'aspirine que les vitamines, on le dit tout le temps. Ouais, complètement. Et c'est rigolo parce que tout ce que tu racontes là, j'y suis passé moi. La première année de mon développement entrepreneurial, et justement, comme tu l'as dit, c'est vers le palier de 100 000 euros, c'est-à-dire que tu as trouvé une offre qui marche, tu la vends, tu la vends, tu la vends, tu la vends. Dans ton temps, mais tu continues à travailler donc sur ton business, dans ton business, à l'acquisition, à la découverte, tu travailles dans tes coachings, tu fabriques tes produits, et puis tu essaies de faire du sport, et puis tu essaies d'avoir une vie sociale, et puis tu vas faire du networking, puis tu essaies de faire ci, puis tu essaies de faire ça. Moi, j'ai fini un peu plus gros, un peu plus alcoolique, j'ai fait exploser toutes mes relations, et je tenais mon business à bout de bras, et j'ai rencontré Florent qui m'a dit attends, on va arrêter tout ça, tu vas arrêter toutes tes conneries là, on va se concentrer sur des choses intelligentes qui fonctionnent, et tout le reste, quand même le dégager. Mais cette phase de croissance, une fois que tu as trouvé ce qui marchait pour toi, donc la phase vraiment d'exponentielle, on ne le dit pas assez, elle est hyper difficile à vivre quand tu es entrepreneur. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, là, tu as parlé d'un truc important et c'est un concept dont je parle de plus en plus parce qu'en fait, c'est pareil, personne n'en parle et alors que c'est vraiment fondamental, c'est ce côté, quand tu es entrepreneur, il y a une séparation des pouvoirs à mettre en place qui est fondamentale, c'est la séparation entre l'entrepreneur visionnaire et l'exécutant. Parce que quand tu es en train de pelleter le charbon pour faire avancer la locomotive, tu n'es pas dans un bon état mental pour prendre des décisions. Tout simplement parce que quand tu es en train de gratter, quand tu es en train de creuser, quand tu es en train de faire l'effort, c'est difficile. Et donc, à un moment, tu vas peut-être avoir la flemme, tu vas peut-être te décourager. Sauf qu'en fait, c'est ça le bon truc à faire. Et le seul moment où tu es lucide pour prendre des décisions, c'est quand tu te poses, que tranquillement, tu réfléchis et tu te dis, tiens, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une entreprise multimillionnaire? Est-ce que je veux juste avoir mon business qui fait 20K par mois et je suis tranquille? Et ça, en fait, si tu ne sépares pas ces pouvoirs-là, c'est là que toute la merde arrive. Parce qu'en fait, tu es en train d'être en train de pelleter le charbon, et puis tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, j'ai une idée, si je faisais ce truc-là,
Et il y a une raison pour laquelle c'est pas le mec qui pèle le charbon qui décide d'où vont les rails, en fait. C'est parce que ce mec-là, il a la tête dans le guidon, il peut pas prendre ces décisions-là. Et du coup, c'est un peu schizophrène pour les entrepreneurs, mais tu es obligé de séparer ces deux trucs-là, parce que sinon, tu te retrouves avec des to-do list qui font la taille du bras, qui s'arrêtent jamais, tu es découragé, et puis tu fais pas ce qui compte vraiment pour ton business, donc tu es perdu pour toi. C'est quoi les principaux problèmes concrets qui font que les personnes qui arrivent vers toi, elles réalisent qu'elles ont besoin de toi? Bah déjà, effectivement, il y a les accidents de voiture. Ça, c'est le premier. Il y a souvent, en fait, ça tourne autour de la fatigue. Ça tourne beaucoup autour de la fatigue parce que la fatigue, c'est extrêmement difficile et les gens te le font remarquer. C'est-à-dire que quand tu t'endors sur une chaise à un repas de famille, ça passe mal. Quand tu n'es plus du tout présent dans tes relations, c'est difficile parce que non seulement les gens finissent par plus t'inviter parce qu'en fait, soit tu viens jamais aux soirées parce que tu es en train de bosser, soit tu viens aux soirées mais tu n'es juste pas là. Ensuite, au niveau du couple aussi, alors ça, à chaque fois, ça manque pas. Je veux dire, quand un mec est fatigué ou une entrepreneuse est fatiguée, dans son couple, ça merde tout le temps. C'est le truc du genre, avant, ça allait bien, et puis bah, depuis que mon business, ça avance beaucoup plus et tout, je tiens plus en fait. C'est-à-dire que je pique une crise quand je suis à la maison, on a des conflits tout le temps, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas, et moi, je ne sais pas comment faire, je suis à fleur de peau, et ça fait prendre plein de mauvaises décisions. Et parfois même, c'est au niveau du business, le mec se dit, j'arrive plus à closer. En fait, évidemment que tu n'arrives plus à closer parce que si tu prends ton appel à 18h après avoir bossé 15 heures à suivre, forcément, tu n'as pas d'énergie et tu ne vas pas closer. C'est normal. Et du coup, il y a tous ces facteurs-là qui sont souvent très liés à la fatigue qui font que les gens se disent « Merde, il faut absolument que je fasse quelque chose ». Et c'est là qu'ils prennent conscience que finalement, ce n'est peut-être pas une énième formation sur le business qui va leur servir, parce qu'on a tous fait plein de formations sur le business, sauf que déjà, il faudrait commencer par les appliquer. Et ensuite, il y a un truc dont on ne parle pas souvent, c'est ce côté efficient, c'est ce côté faire uniquement ce qui est nécessaire et pas partir dans 3000 directions. C'est quoi les choses que tu mets en place en premier avec ces personnes qui viennent te voir? Quel type de questions tu les amènes à se poser et comment tu les aides à trouver les réponses toi ensuite? Le premier truc, là je pose même pas de questions avant, c'est mes clients en fait, quand on démarre le coaching, je leur envoie direct un module sur le sommeil parce que je sais que c'est un problème pour tout le monde. En fait, tout le monde a des mauvaises conceptions sur le sommeil et c'est vraiment le premier truc. Et des fois, ce qui est fou, c'est que le mec en 2 séances, il a des résultats de dingue juste parce qu'il dort mieux, tu vois. Donc ça me fait toujours plaisir parce que le mec il se sent hyper boosté, il a plein d'énergie, il dit putain, je n'ai jamais été aussi créatif, juste parce qu'en fait déjà il dort. Donc ça c'est vraiment le premier truc qu'il faut absolument faire. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est de savoir où est-ce que tu veux aller, c'est le côté vision. Et ça, vraiment, ça on n'y coupe pas en fait. Parce que moi, je veux bien te rendre plus efficace, mais comme je dis, je veux pas te faire courir plus vite en direction d'un mur que tu ne vois pas. Et donc, ce que je veux faire, c'est d'abord t'enlever le bandeau que tu as sur les yeux, et ensuite là, on va sprinter, mon gars. Mais on va y aller, mais à fond. Mais sauf qu'on va y aller d'une manière intelligente. Et donc ça, la vision, évidemment, c'est le truc qui est fondamental. Ensuite, il faut décider comment on y va. Et donc ça, voilà, il y a plein de questions. Je pense qu'en ligne, tu peux trouver plein de choses, plein de ressources. D'ailleurs, mon lead magnet, c'est ça. Donc les gens, s'ils veulent s'inscrire à ma liste email, ils peuvent aller regarder. Il y a un truc exprès sur la vision. Et puis ensuite, il y a la discipline qu'il faut avoir de ne faire que ce qui compte vraiment. Parce que ça, c'est effectivement le truc qui fait peur. On se dit, putain, si je bosse moins de 10 heures par jour, je ne suis pas un vrai entrepreneur. Et du coup, tu finis par bosser. En fait, tu bosses 12 heures par jour, mais en fait, tu changes ta photo de profil 3 fois par jour, ce qui est complètement inutile. Donc, sélectionner uniquement ce qui compte et te dire que tout le reste, c'est du bonus. Ça, c'est un truc qui est hyper puissant et qui change beaucoup de choses, en fait, parce que les gens se disent, OK, bah, en fait, si j'ai fait les actions minimales, le mode minimum de mon business, donc ça veut dire qu'avec ce mode minimum, je vais avoir des nouveaux clients, mes clients sont accompagnés, rien ne va sombrer, tout va aller à flot. Et ben ensuite, tu peux ajouter des actions bonus comme tu veux, mais juste, il ne faut pas que tu aies l'impression que le cœur de ton business, c'est autre chose que ton vrai business. Il faut bien distinguer entre loisir et travail, en fait. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est une vraie révélation quand tu le comprends. Quand je me suis rendu compte que mon rythme de croisière pour que le business vive, celui qu'on a avec Florian, donc, pour moi, c'est à peu près 1 heure par jour. Non, mais ça ne m'étonne pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas énormément, des business web, il n'y en a pas tant que ça qui nécessitent un rythme de croisière plus élevé. Et ça, quand je le dis, oh non, comment ça tu bosses que 4 heures par jour, mais comment tu fais pour développer ton business? Mais en fait, tu as largement le temps. Tu as largement le temps.
Non. Moi, la moyenne de mes journées font 5-6 heures, mais parce que dedans, il y a de la formation, parce que dedans, il y a du sport, parce que dedans, je réponds à mes clients, parce que dedans, j'ai des discussions en MP, parce que j'ai des trucs que j'ai vraiment envie de faire une vidéo en plus, elle sert à rien, mais j'ai envie de la faire, ça me fait kiffer. On oublie un truc et on ne le répète pas assez. Ce qui fait qu'un business web vit, c'est découverte, endoctrinement, vente. Et à limite, délivrer. Si tu passes 30 minutes sur chaque truc, ton business, normalement, il roule. Hein. C'est clair. Mais C'est clair. Et puis, mais il faut bien faire la différence, effectivement, comme tu le dis, entre ces trois pôles principaux de ton business et ce qui ne l'est pas. Là, par exemple, je me fais un kiff en ce moment. Je vais lancer un podcast. Tu vois. Mais je sais que c'est pas du boulot. Parce que, en fait, juste ça me fait kiffer. Et je sais qu'en fait, en enseignant les choses aux gens, j'apprends moi-même beaucoup plus profondément et j'acquiers les principes beaucoup mieux. Et donc, quand je vais faire ce podcast, ça ressemble beaucoup à du travail, tu vois. Enfin, je veux dire, je crée du contenu, donc ça veut dire que je crée, je recherche, j'apprends plein de choses. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que je fais dans mon business en termes de travail, sauf que je sais très bien que ça n'en est pas. Parce que si je me dis, en faisant mon podcast, je suis en train de faire de l'acquisition, c'est n'importe quoi, parce qu'un podcast, ça ne permet pas l'acquisition. ouais, Et donc, il faut vraiment être au clair là-dessus, c'est qu'est-ce qui est vraiment le cœur de ton business et qu'est-ce qui ne l'est pas. je suis tout à fait d'accord. On a quand même quelque part une forme de procrastination positive, quelque part. Tu sais, c'est genre, il faut absolument que j'aille courir, tiens, je vais faire la vaisselle d'abord. Tu vois. Alors, chez l'entrepreneur, ça se manifeste d'une façon beaucoup plus pernicieuse. Parce que je dois aller parler à des clients pour closer. Non, mais d'abord, je vais faire une vidéo, je vais refaire mon site, et puis je vais faire un lead magnet, et puis je vais faire un tunnel, et puis je vais faire un webinaire. Ouais. Moi, j'en ai tout le temps des gens comme ça qui me disent ouais, mais mon site, il n'est pas prêt, etc. Et t'as des clients qui veulent acheter. Non, mais il faut que je fasse mon site avant de le publier. Mais tu vends quoi et à qui? Non, mais je sais pas, mais je vais mettre mes services sur. Hein, quoi? Non, ça. Pose ce site par terre. C'est ça. Et puis en plus, au départ, faire un site, c'est dur. Enfin, je veux dire, quand tu débutes, que tu sais rien, c'est compliqué. Là, par exemple, le podcast que je lance, il y a un site déjà qui est fait. Parce que moi, ça m'a pris 1 heure de le faire, en fait. Parce que tout est déjà hyper en place, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que quand tu es débutant, en fait, tu n'as pas besoin de tant d'éléments que ça. Et voilà, c'est une question de focus. Quelles sont les trois parties de ton business là, que tu veux mettre en place? Bah, tu fais juste ça. Et le reste, ça attendra. Oui, complètement d'accord. D'ailleurs, tu parlais justement de la façon dont toi tu apprends, dont tu enseignes, etc. Il me semble que dans les dernières semaines, tu as lancé un courant complètement différent, un vrai mouvement autour de l'apprentissage, en fait, Ouais. qui va un peu en contre-pied du système éducatif un peu moisi qu'on a, mais qui amène un peu plus de rigueur que ces entrepreneurs qui achètent des formations qui ne suivent pas ou qui lisent des livres mais qui les survolent. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah, c'est vrai que c'est l'apprentissage pour moi, c'est un des trucs fondamentaux et c'est non seulement en tant qu'entrepreneur ce qui va te permettre de devenir meilleur, mais aussi en tant que n'importe qui en fait. Parce que quand tu apprends des choses, tu te développes, tu ouvres tes horizons et tu vas avoir des avis plus construits un peu sur tout. Et donc là, ce que j'ai lancé, c'est que je me suis dit, tiens, je vais passer 30 diplômes cette année. Ouais. Et donc ça, je me suis dit, bah, cool, je vais le faire. Et après, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, tiens, mais en fait, c'est quand même un défi intéressant, je pourrais peut-être embrigader d'autres gens avec moi et qui se lancent aussi dans le truc et qu'ils aient envie de continuer à progresser et que ça leur permette de non seulement de développer leur business, mais aussi, pourquoi pas, je sais pas, il y a peut-être des salariés qui veulent participer et qui se sentent un peu mal dans leur job, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire et du coup, autant se former sur quelque chose de nouveau. Et donc ça, il y a aussi une formation qui est assortie à ça, qui est faite pour savoir développer des vraies compétences, parce que ça, c'est un truc qui manque énormément. Ouais. Ça me rend fou, en fait. C'est que tout le monde veut apprendre des choses, des connaissances, sauf qu'entre la connaissance et la compétence, l'écart est gigantesque. En fait. Et toutes les méthodes qu'on voit aujourd'hui, c'est des méthodes pour apprendre des connaissances. Et donc, ça veut dire que tu vas savoir comment faire un tunnel de vente, sauf que tu ne vas pas le faire concrètement, par exemple. Tu ne vas pas réussir à l'appliquer concrètement à ton business, avoir une vraie réflexion. Et donc, tout ça, moi, c'est ce que je mets en place parce qu'en fait, quand j'apprends quelque chose, j'adore tout ce qui est dans le cerveau, la neurobiologie, tous ces trucs-là, c'est passionnant. Sauf qu'en fait, j'ai envie que ça me soit utile. J'ai envie que les concepts de neurobiologie que j'apprenne, ils vont me servir pour chacun de mes clients. Et mes clients ne le sauront pas parce que je n'ai pas envie de les bassiner avec ça. C'est pas, en fait, mon job, moi, c'est de simplifier et de rendre et de transférer ça dans du coaching. Et donc, une personne ne va même pas se rendre compte, mais en fait, derrière mon coaching, il y a tous les principes de neurobiologie, de trucs de santé que j'ai appris et qui sont issus d'études scientifiques, mais la personne n'a pas besoin de le savoir. Et ça, je pense aussi que c'est un truc important, c'est quand tu es dans un business, tu as besoin de savoir beaucoup plus que tes clients, mais tes clients n'ont pas besoin de savoir que tu en sais beaucoup plus qu'eux. Ouais. Et ça, pour moi, la formation continue, c'est hyper important. Mais encore une fois, il faut mieux se former sur des compétences que sur des connaissances.
Quelle part de ton temps tu accordes à la formation, à l'apprentissage de nouvelles choses? Ou au Alors, travail que tu améliores d'ailleurs? c'est une part vraiment conséquente de mon temps parce que j'adore ça en fait. C'est un truc, j'ai pas du tout l'impression de bosser quand je le fais. Et d'ailleurs, je le considère pas comme du travail du tout. Donc, ouais, je travaille sur mon business 4 heures par jour maximum, donc sur tout le process, hein, voilà. Et ensuite, enfin, j'apprends tout le reste de la journée en général. Donc, ça peut être, je sais pas, 4 heures, 5 heures par jour en moyenne. Ça peut être beaucoup. Après, les gens n'ont pas forcément besoin d'en faire autant, hein. Ça peut être beaucoup moins. Tu peux faire des cours en étant beaucoup moins intense. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce truc-là de quand je commence un sujet, j'ai envie d'aller au bout parce que je sais que ça va me servir en fait. Je suis pas et ça, je pense, c'est une vraie différence entre les gens qui se forment dans la théorie et les gens qui se forment dans des compétences, dans la pratique. Moi, dès que j'apprends un truc, je sais que demain, mon coaché, ça va lui servir. Donc, ça fait partie de ma mission d'apprendre, en fait. Ça fait partie de mon métier d'apprendre. Parce que si je n'apprends pas, je ne fais pas progresser mes clients, je ne fais pas progresser les gens avec qui je suis en contact. Et donc, c'est hyper important. Ouais, je vois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui aujourd'hui sont bloqués parce qu'ils ne se forment pas assez, parce qu'ils ne se font pas accompagner, parce qu'ils n'ouvrent pas assez de bouquins? Qu'est-ce qui devrait être selon toi les premières actions, les premiers leviers sur lesquels appuyer? Déjà, tu as dit, ils ne se font pas accompagner, donc ça peut être un problème en fait, hein. Prendre des coachs, alors ça va faire un peu comme si je prêchais pour ma paroisse, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, si tu prends des coachs, prends un coach, n'importe qui en fait, prends juste un coach qui te plaît et qui est là où tu veux être plus tard, dans le domaine que tu souhaites. Ça veut dire que si tu veux progresser en natation, tu prends un coach de natation. Si tu veux progresser en business, tu prends un coach business. En fait, c'est hyper important parce que tu vas de cette manière te concentrer. Tu auras une méthode bien précise et il y a une personne qui pourra répondre à tes questions. Parce que le doute, c'est l'ennemi de la progression. Et donc, un coach, c'est fait pour une chose, c'est t'enlever tes doutes et que tu puisses avancer et que tu puisses progresser, te poser les bonnes questions. Donc ça, c'est un premier truc. Et après, je vais donner d'autres options parce que sinon, on va m'accuser de faire l'apologie du coaching. Et donc, d'autres manières de faire que moi, j'utilise personnellement énormément aussi, c'est d'abord, tu commences par savoir ce que tu veux, hein, parce que en fait, il y a deux choses dans l'apprentissage et il y a deux phases. Il y a la phase où tu ne sais pas encore ce que tu veux, et dans ce cas-là, moi, je te conseille de découvrir le maximum de trucs. Ouais. Tous les trucs où tu as été curieux un jour et tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien en savoir plus, mais tu n'as pas pris le temps, et bien là, tu prends le temps. C'est-à-dire que tu prends un livre sur les plantes, tu prends un livre sur les dinosaures, tu prends un cours en ligne sur comment est récolté le cacao à Madagascar, peu importe. Tu prends plein de trucs et juste tu vas dans tous les sens. Pour moi, c'est la dispersion qui est de la recherche à ce point-là parce que tu ne sais juste pas ce que tu veux. Ouais. Et tant que tu ne sais pas ce que tu veux, ça ne sert à rien de foncer dans une direction parce que tu vas douter, tu vas te dire merde, je ne suis pas dans la bonne direction. Et donc finalement, tu vas après avoir tellement de doutes que ça va te freiner, que tu vas abandonner parce que tu vas être désespéré. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, dans la deuxième phase, tu sais ce que tu veux. Tu sais où est-ce que tu veux aller à peu près. Tu dis, tiens, moi, par exemple, je veux créer un business en ligne. De quelles compétences j'ai besoin pour faire ça? J'ai besoin, je sais pas, d'apprendre à vendre. J'ai besoin d'en savoir plus dans mon domaine d'expertise parce que comme je vais avoir des clients qui vont progresser, j'ai besoin de toujours être en avance sur eux et de toujours pouvoir leur apporter plus. Ok. Tu listes un peu ces trucs-là que tu vas apprendre et ensuite, tu te concentres. Donc, si tu as 1, 2, 3 domaines vraiment grand maximum dans lesquels tu veux te former, vas-y et vas-y à fond. Ça veut dire que tu cherches les meilleurs bouquins du sujet, tu les écumes tous, tu te fais une fiche. Moi, ce que je conseille aussi beaucoup aux gens, c'est de se créer un manuel perso. Ça, c'est une petite exclue que j'ai mis dans ma formation et que je n'ai pas dit encore, je crois, sur Internet. Donc voilà, vous avez une exclue dans l'interview. Crée-toi un manuel perso dans tous les domaines que tu apprends et qui te tiennent à cœur. Ça veut dire que tu crées en fait une synthèse de toutes les notes que tu as prises dans plein de bouquins. Je ne t'ai pas dit qu'il fallait prendre des notes, mais pour moi, j'ai l'impression que ça va de soi, mais il faut prendre des notes. je le dis maintenant. Et en fait, tu te fais ta ressource à toi. C'est-à-dire que dedans, tu vas mettre les exemples qui te parlent le plus, les auteurs qui t'ont le plus parlé, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi, et tu mets tout le matériel dedans. J'en ai un pour l'efficience, j'en ai un pour le copywriting, parce que je me suis passionné pour ça à un moment, j'en ai un pour le coaching, j'en ai dans tous les domaines qui me passionnent. J'ai un manuel perso dans lequel j'ai toutes mes ressources et je sais que je peux y retourner. Et ça, ouais, c'est vraiment essentiel. Et du coup, quand tu as ce focus-là, tu crées ton manuel perso et juste tu progresses, quoi. Tu continues à apprendre, tu continues à lire, tu continues à être curieux. Et ça, c'est important. Et en fait, si tu as l'impression de tout savoir et que plus personne n'a rien à t'apprendre, c'est qu'il faut juste que tu te poses des questions parce que c'est un signe d'incompétence, en fait. Parce que les gens les plus compétents sont les gens qui doutent le plus. Ouais. C'est marrant cette histoire de manuel perso parce que moi, j'en ai un. Hein. J'ai une base de notes qui actuellement fait une 60aine de pages.
où j'ai les trucs les plus importants, des concepts les plus importants, des auteurs que j'ai préférés. C'est-à-dire que quand je veux creuser un domaine avec un bouquin, je le lis une première fois pour le plaisir. Genre vraiment, c'est de la lecture, je le lis tranquille, tu vois. Euh, Si à la première lecture, il m'a interpellé, je vais le lire une deuxième fois et je vais surligner tous les passages qui me semblent importants. Et ensuite, je vais reprendre tout le bouquin de A à Z avec tous mes passages surlignés et je vais refiltrer ce qui va aller dans mes notes. Donc, ce qui veut dire que qui m'a semblé pertinent, je l'ai lu à minima 3 fois. Et je prends mes notes une fois par mois à peu près. Là, j'en ai 60 pages, ça va relativement vite. Mais, et je fais ça pour tous les bouquins, ce qui me permet de continuer à avoir des lectures plaisir. Donc, je peux me farcir tous les nouveaux bouquins qui sortent parce que ça m'intéresse, je les lis en diagonale. Et s'ils m'interpellent vraiment, je vais repasser du temps dessus. Tu vois. Sinon, non, pour ma curiosité, ma culture et pour mes modèles mentaux globaux, pour comprendre de nouvelles choses. Pour avoir de nouvelles idées. Mais effectivement, ce truc de potasser des bouquins qui peuvent t'apprendre des choses, pareil, on n'en parle pas assez. Il y a quand même une caractéristique de tous les entrepreneurs qui ont réussi, de tous les domaines qui existent, tout confondu, c'est qu'ils lisent la race de bouquins, les mecs. Ouais, puis surtout qu'en fait, ils font pas que lire. Parce que des gens qui ont lu 15 000 bouquins, j'en connais. Hein. Alors ça, j'en connais. Mais beaucoup moins que d'entrepreneurs qui ont vraiment du succès. Parce que le problème, c'est quand tu lis et que tu n'appliques pas, bah, en fait, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, ta méthode de lecture, ce n'est pas forcément celle que je recommanderais aux gens qui démarrent. Parce qu'en fait, le risque, c'est que tu n'aies juste pas la discipline de lire le bouquin 3 fois. Moi, à un moment, j'avais cette approche-là vraiment à mes tout débuts. Je m'étais dit, bah, je vais d'abord le lire une première fois, puis ensuite, je vais retourner dessus. Sauf qu'en fait, j'avais un peu cet ego du débutant. Je disais, non, mais c'est bon, j'ai déjà lu. Non, mais je le sais déjà. Non, mais dans cet exemple, j'ai déjà vu. Ça va rien m'apporter de plus de le relire. Et du coup, bah, je ne le relisais pas. Ce qui fait que j'ai lu à mes débuts plein de livres qui ne m'ont servi à rien. Et donc, aujourd'hui, moi, je prends mes notes directement, mais après, je pense que ta méthode en relisant, c'est super. Mais juste, en fait, si tu sais que tu n'as pas la discipline de relire le bouquin, prends des notes directement. Fais-toi ce cadeau-là et applique les choses. Parce que ça, c'est un truc aussi que tu peux faire. C'est à la fin du bouquin, quelles sont les 3 choses, quelle est la chose que je vais appliquer de ce livre. C'est tout simple, mais ça fait toute la différence en fait. Parce que chaque livre que tu lis, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est une connaissance de plus que tu vas tester. Puis après, si ça marche pas, bah, ça marche pas. Bon. C'est cool. Et ça me permet de faire une transition facile avec mes petites questions de fin d'interview. Si tu te retrouvais seul sur une île et que tu pouvais amener un seul livre avec toi, quel livre tu amènerais? Ah, j'ai même pas réfléchi, j'ai déjà écouté des interviews que tu as fait, mais je me suis pas posé la question. Mais c'est vrai que je sais pas, je pense que j'emmènerais un livre que j'ai peut-être pas encore lu. Je sais pas, peut-être que j'emmènerais un livre que j'ai déjà lu, peut-être genre Values Factor, un truc comme ça, tu vois, de Demartini. Celui-là, c'est vraiment un livre excellent. The One Thing, j'emmènerais pas parce qu'il se résume en une phrase en fait, donc il n'y a pas besoin. Ouais, je pense que j'emmènerais celui-là. Si tu n'as pas lu l'autre de Di Martini, The Breakthrough Experience, je te le conseille. Ouais, il est sur ma liste de lecture. Il est sur ma liste de lecture. Je me suis dit, celui-là, je vais l'attaquer. Ouais, il est solide. J'ai essayé à 2-3 personnes récemment, ça leur a fait des petits trous de cerveau. Ah oui, d'ailleurs, il y a un bouquin vraiment qui est pas mal, qui m'a pas mal surpris. C'est merde, comment ça s'appelle? Ça s'appelle High Performance Habits de Brendon Burchard. Oui. Là, vraiment, c'est un bouquin. Il est mastoc, il faut se le bouffer. Mais par contre, si tu appliques vraiment tout ce qu'il y a dans ce bouquin, là, tu vas avoir des très bons résultats. C'est noté. Je ne l'ai pas lu en plus, donc je vais le rajouter à ma liste. Si tu recommençais aujourd'hui à zéro ton business, est-ce que tu ferais tout pareil? Est-ce que tu te concentrais sur des choses différentes, etc. On enlève tout ce que tu as fait, tu gardes tes connaissances. Comment tu reconstruis? Je pense que j'irais beaucoup plus vite sur de la vente en fait. Moi, j'ai eu toute une partie en fait où j'ai pas du tout vendu et c'était bien parce que au moment où j'ai commencé, j'avais pas de connaissances. Donc, je pense que la phase d'apprentissage était importante, mais peut-être un petit peu trop longue quand même parce que j'aurais pu beaucoup plus rapidement apporter des choses. J'écrirais peut-être un petit peu moins d'articles de blog parce que j'en écris énormément et pas forcément toujours optimisé SEO. Et en fait, un article de blog, s'il n'est pas optimisé SEO, ça sert à rien. Sauf à la rigueur embrigader ton audience, là, comme tu disais sur les 3 phases. Et puis, je pense que je me ferais accompagner de manière plus individuelle, plus vite. Parce que j'ai pris des formations au début et ça m'a beaucoup apporté, hein, c'est clair. Mais le jour où tu prends une personne qui regarde vraiment ton business, c'est ce que j'ai pu faire avec toi et Florian, c'est vraiment différent. Parce qu'en fait, le mec te pointe tout de suite là où tu te mens. Il dit, bah, là, par exemple, tiens, bah, en fait, tu te préoccupes trop de tes vues YouTube, tu ferais mieux de juste te préoccuper de tes ventes. Et ça, c'est un truc, une formation ne peut pas vraiment te le dire. Parce qu'en fait, quand c'est pas dit à toi directement,
tu te dis, ouais, non, mais c'est les autres. Ouais, c'est faire attention aux ego metrics et de ne pas regarder tes vues, tes likes, tes abonnés, ou même le nombre de personnes sur ta liste email. De regarder ton chiffre d'affaires parce que c'est le seul truc qui compte en fait. Ouais, c'est ça. À la rigueur, le truc que tu peux regarder en plus, c'est ton nombre de désinscrits par jour en liste email et plus t'en as, plus t'es content. Ouais, grave. Moi, plus je m'inscris, plus j'ai de chiffre d'affaires. Et après, on pourrait aller même plus loin, mais bon, en fait, c'est pas le but de cette interview. C'est qu'on parle de chiffre d'affaires, mais au final, même le chiffre d'affaires, tu t'en fous. C'est quel est ton cash flow net mensuel. C'est ça qui nous intéresse. Parce Bah que, oui, ça c'est un truc, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu te fais forcément avoir. Tu fais une vente à 3000 euros et puis tu te dis putain, yes, j'ai 3000 euros. Sauf qu'en fait, tu as 100 balles dans ta poche parce que tu as fait un paiement je sais pas combien de fois. Et ça, la leçon, généralement, elle vient à prise. Que tu te rends compte qu'en fait, même si ton entreprise, tu fais 5000 euros de vente par mois, ça se trouve, tu n'as que 1000 balles ou 2000 balles. Ce qui n'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, dans ta vie concrète, tu ne payes pas avec des ventes. Tu payes avec l'argent qui est dans ta poche. Et ça, ouais, c'est un truc hyper important. ça, c'est le gros coup de pied dans la fourmilière parce qu'il y a tout le monde qui parle, et moi le premier, hein, en chiffre d'affaires, en chiffre de vente, etc. Parce que ça donne des ordres de grandeur. C'est bien pour se représenter des choses, pour se rendre compte par rapport à où on en est aujourd'hui, par rapport à où sont les autres, etc. Mais en combien de fois ton paiement a été fait, quelle est la structure de ton entreprise, donc combien va te rester dans la poche, quel est ton churn, ton taux de rétention client et combien se barre et combien te lâche en vol et essaye de te planter par rapport à ceux qui finalement vont remplir une année de plus que prévu. Il y a tout un tas de métriques et c'est dur de les analyser seul parce que tu ne sais pas lesquels regarder. Bah, ouais, c'est clair. Et puis en plus, je veux dire, aujourd'hui, comparer les chiffres d'affaires, déjà, entre un modèle qui fait de la pub et un modèle qui fait pas de pub, vraiment, c'est inutile, quoi. Parce que le mec qui fait de la pub, peut-être qu'il fait 1 million, mais s'il a 500 000 de pub, bah, autant qu'il fasse 500 000 avec de l'organique, tu vois. Enfin, du coup, tu as des business qui peuvent être à bénéfices comparables, mais qui ne seront pas du tout au même niveau de CA. Et en plus, bah, si le mec il a 15 employés, forcément, bah, même s'il vend un coaching à 10 000 euros, il va peut-être lui rester 1 000 euros de bénéfices, alors que l'autre, il lui restera 9 000. C'est tellement variable. C'est pas la norme, hein, parce qu'il ne faut pas cracher sur tous les gens qui font de la pub. Les Ouais. gros qu'on connaît, ils sont assez bons quand même, hein, et ils ont quand même derrière un pourcentage de bénéfices qui est élevé. Par contre, si tu sais des business que j'ai vus, les mecs avec des chiffres d'affaires, mais qui faisaient peur, hein, les mecs, tu leur dis quel est ton pourcentage de bénéfices, ils disent ouais, j'ai environ 10-12%. Mais jette-moi ce business à la poubelle en fait. Qu'est-ce que tu fais? Le mec, il a créé un supermarché sur le web avec tes 3% de bénéfices là. Sauf qu'en plus, tu n'as même pas l'avance de cash flow qu'ont les supermarchés, donc tu es vraiment dans un business de merde. Quoi. Mais tu as monté une usine à gaz pour faire moins de 10 000 par mois. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, bah, plus les chiffres augmentent, plus c'est d'emmerde en fait. Et quelle que soit la source en fait. Et plus tu as de bénéfices, bah, plus ton ratio emmerde sur bénéfices est faible. Mais c'est surtout que plus tu as de bénéfices, plus tu peux encaisser de coups durs. Ces modèles-là, c'est des modèles flux tendus. S'ils ont 2 mauvais mois, le business, il est échec et mat. Quand il y a eu le début de la crise Covid, on s'est quand même posé la question avec Florian, la structure de notre business, notre structure de coûts, etc. C'est des choses qu'il faut qu'on change, qu'on ne change pas. Il se trouve que nos choix précédents font qu'on a pu traverser cette crise jusque là où elle en est au moment où on enregistre l'interview sans le moindre problème. On a plutôt fait plus d'argent que moins. On a plus d'inquiétude de coûts, etc. Mais c'est surtout qu'on a un business model et une façon de gérer notre business, notre réseau, etc. qui fait que si là maintenant on fait worst case scénario, le truc qui ne peut pas arriver, hein, et si on fait 0 pendant 1 an, la boîte elle coule pas. Ouais, et puis ça, c'est vraiment une tranquillité d'esprit parce que c'est aussi un truc qu'on dit pas assez, mais en fait, ton QI baisse de 13 points quand tu es en insécurité financière. C'est un truc de dingue. Donc, en fait, tu te mets dans la merde si tu n'es pas serein au niveau financier. Et moi, c'est un des trucs aussi, un de mes retours clients qui m'a le plus surpris, c'est maintenant qu'on a fait le coaching, je suis en sécurité financière. Et le mec, il a des stratégies après. Parce que quand tu n'es pas en sécurité financière, tu cours dans tous les sens parce que tu as peur. Tu es un peu le villageois qui fuit la maison en feu. Alors que quand tu es posé sur ton bateau qui ne coule pas, eh ben, tu peux regarder la côte au loin, te dire tiens, ok, bon, bah, si je ne fais pas de vente le mois prochain, c'est pas grave. Et tu peux vraiment prendre du recul et prendre les meilleures décisions aussi sur le long terme. Parce que sur Internet, pour l'instant, les business, il y a beaucoup de business qui ont 1 ou 2 ans et qui coulent rapidement. Mais le recul et l'expérience, ça fera une énorme différence plus tard. Complètement d'accord. Dernière question de fin, est-ce que tu pourrais donner un conseil en efficience pour les entrepreneurs qui nous regardent? Un truc simple, applicable, qu'ils peuvent utiliser en sortie de cette vidéo tout de suite. Bah, j'ai envie de parler de sommeil en fait. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais en fait, il y a 2 règles pour le sommeil. La première, c'est entre 7h30 et 9h par nuit. Donc ça veut dire que vraiment minimum, tu passes 8 heures au lit parce que en fait, tu ne dors pas le temps que tu es au lit. Et ensuite, l'autre règle, c'est tu te couches à heure régulière. Après, à la limite, tu mets pas de réveil, c'est peut-être même mieux. Enfin, moi, je mets jamais de réveil, par exemple. Mais
En fait, juste tu te couches à heure régulière et tu dors ce temps-là. Et déjà, t'es pas mal. Tu auras de l'énergie, tout va bien se passer. Mais après, voilà, peut-être qu'il faut aussi, le soir, faire une to-do list pour le lendemain. Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est des entrepreneurs qui n'arrivent pas à arrêter parce qu'en fait, ils sont pas sereins. Ils se disent demain, je vais pas être efficace parce qu'en fait, je sais pas comment faire. Ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils sont efficaces, c'est un coup de chance. Et donc, dès qu'ils sont efficaces, ils veulent continuer à creuser le truc. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de bosser 12 heures par jour parce qu'ils ont peur que demain, ça s'arrête. Et en fait, c'est aussi se créer un système pour que tout ça soit serein. Mais bon, là, c'est un truc qui est un peu moins applicable immédiatement et ça demande plus de boulot. Mais déjà, dors entre 7h30 et 9h par nuit, couche-toi à horaire régulier. Et là, déjà, tu auras plus d'énergie que la moyenne. Fais du sport aussi. Des très bons conseils. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin? Bah non, je trouve que c'est un bon mot de la fin, le sommeil. Ok, bah écoute, c'est très bien. On mettra tous les liens pour te retrouver, que ce soit sur YouTube, sur ton blog, sur ta liste email. On mettra tout ça en description de la vidéo. Tu me donneras tous les liens en off pour que je puisse les intégrer. Yes. Merci à toi pour ton temps. Merci à ceux qui ont décidé de passer 1 heure quasiment de leur temps avec nous plutôt que de faire un truc inutile pendant 1 heure parce que c'est bien plus intéressant de nous écouter. On le sait tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine interview, pour de prochains contenus. Pareil, si tu ne me connais pas encore, je te mettrai les liens qu'il faut dans la description et je te dis à très bientôt. Bye.